Je suis Christian Page. Les loups-garous, les vampires et les ghouls, non, les monstres ne sont pas que dans les films. Bienvenue dans Crimes occultes. Chicago. La ville des vents. Construite sur les rives du lac Michigan, son histoire oscille entre la lumière et les ténèbres. Elle est la troisième ville en importance, avec une population de près de 3 millions d'habitants. Elle est reconnue à travers le monde pour son architecture moderne, ses nombreux établissements d'enseignement supérieur, ses musées prestigieux, ses théâtres réputés et son extraordinaire orchestre symphonique. Chicago, c'est aussi une ville sportive, avec les franchises des Cubs, des Bulls et des Blackhawks. C'est à l'ombre de ces gratte-ciels que sont nés Benny Goodman, le roi du swing, Bobby Fischer, le champion d'échecs, et les acteurs Harrison Ford, John Belushi, Raquel Welch et Robin Williams. Si Frank Sinatra a fait de Chicago son genre de ville, My Kind of Town, la cité, comme la plupart des grandes capitales américaines, a aussi connu son lot d'épisodes violents. Dans les années 1920, durant la Prohibition, Al Capone en avait fait le théâtre de ses opérations illicites. Au chapitre des monstres humains, c'est aussi en banlieue de Chicago que John Wayne Gacy, le clown assassin, a torturé et assassiné 33 victimes. Le 1er juin 1981, les agents Thomas Vosburgh et Warren Vilkoz du bureau du shérif du comté de DuPage sont dépêchés au Brer Rabbit Motel, un établissement douteux situé à Villa Park, une banlieue populaire de Chicago. L'endroit est bien connu pour offrir des chambres au rabais aux prostituées. Ce matin-là, une employée s'est plainte d'une odeur nauséabonde venant du champ situé derrière le motel. En enquêtant, le gérant, Hank McGinnis, a découvert au milieu des herbes hautes le corps d'une jeune femme de race noire. Il a aussitôt appelé la police. Lorsque les agents arrivent sur place, McGinnis les conduit auprès du corps. Le cadavre, presque à l'état de squelette, gît face contre terre. Vosburgh et Vilkoz remarquent que les poignets de la femme, ramenés vers l'arrière, sont entravés par des menottes. Une clé brisée se trouve toujours dans la serrure. De toute évidence, il s'agit d'un meurtre. Dans la bouche de la victime, son agresseur lui a enfoncé un torchon. La femme porte encore son chandail et sa petite culotte, mais le sous-vêtement a été descendu à mi-cuisse. Dans l'un de ses bas, l'agent Thomas Vosburgh découvre quelques billets enroulés et un peu de monnaie, un peu plus de 13 $. Visiblement, le vol n'était pas le motif du crime. À n'en juger par l'état du cadavre, les agents ont conclu que la mort doit remonter à plusieurs semaines. Le corps est acheminé à la morgue. Sur la foi de ses empreintes digitales et dentaires, la police identifie la victime. Il s'agit de Linda Sutton. La jeune femme de 21 ans a maintes fois été arrêtée pour racolage et prostitution. Elle pratiquait surtout du côté du Wrigley Field, à quelques 45 km de l'endroit où son corps a été retrouvé. Sa mère a apparemment été la dernière à la voir. C'était une semaine plus tôt, durant le week-end du Memorial Day, le 24 mai. Depuis, elle est sans nouvelles. À la morgue, le légiste, le docteur David Barrett, établit que la mort remonte à 3 ou 4 jours seulement et que le décès a été causé par des mutilations sévères. La femme a été amputée des 2 seins. Ces plaies ouvertes ont favorisé l'infestation du corps par les parasites, d'où l'impression première des policiers que la mort remontait à plusieurs semaines. Les policiers interrogent les amis de Linda Sutton. Comme le crime témoigne d'une extrême violence, les enquêteurs veulent savoir:
Linda aurait-elle eu des ennemis qui lui en voulaient à ce point? Rien. Les policiers interrogent aussi les prostituées du quartier du Wrigley Field. Rien non plus. L'enquête est au point mort. Dans les mois qui suivent, 5 autres cadavres de femmes sont retrouvés dans la grande région de Chicago. Plusieurs présentent des mutilations analogues à celles de Linda Sutton. Ces victimes ont été violentées, torturées et mutilées. Les légistes sont catégoriques. Les femmes étaient vivantes lorsqu'elles ont été mutilées. Même si on pourrait croire qu'un tueur en série est à l'œuvre dans la ville, les autorités se montrent réservées. Tous ont encore en mémoire les crimes de John Wayne Gacy, le clown assassin. Quelques années plus tôt, entre 1972 et 1978, Gacy a assassiné au moins 33 jeunes hommes de la région. Enterré sous sa résidence de Des Plaines, une banlieue de Chicago, les enquêteurs devaient retrouver 28 de ses victimes. Les autres avaient été jetés ailleurs, notamment dans la rivière Chicago. Gacy a été arrêté en 1978 et condamné à mort. Il sera exécuté le 10 mai 1994 au centre correctionnel de Stateville. Le spectre de Gacy est encore si omniprésent à Chicago que la police refuse de faire le rapprochement entre la mort de Linda Sutton et ses autres victimes mutilées. Le 15 mai 1982, une agente immobilière d'Elmhurst, une autre banlieue de Chicago, Lauren Borowski, disparaît à son tour. La jeune femme de 21 ans devait ouvrir ce matin-là les bureaux de l'agence Remax qui l'emploie. À leur arrivée, les autres employés ont trouvé l'une de ses chaussures et le contenu de son sac à main répandus dans le stationnement. Inquiets, ils ont aussitôt appelé la police. En interrogeant les employés des commerces des alentours, plusieurs racontent avoir croisé dans le stationnement une camionnette de couleur orange. Le lendemain, la police fait circuler un avis de recherche et plusieurs quotidiens, dont le Chicago Tribune et le Chicago Sun-Times, publient un article résumant les circonstances de cette disparition. Le 19 mai, après avoir lu le journal, Robert Surton, le propriétaire du Keene Liquor Store, situé tout près des lieux de la disparition, contacte la police. Il raconte qu'au matin du 15 mai, il est arrivé au boulot vers 8h30. Comme il entrait dans son commerce, il a entendu des éclats de voix. Il s'est retourné et a aperçu à l'autre bout du stationnement une femme en train de se chamailler avec le passager d'une voiture grise ou argent. La portière était ouverte et le passager essayait visiblement d'y attirer la femme contre son gré. Finalement, la femme est montée, la portière s'est refermée et la voiture a démarré en trombe. Le témoin en a conclu à une querelle de couple. Ce n'est qu'en lisant l'article sur la disparition de Lauren Borowski qu'il a réalisé l'importance de l'incident. Au policier venu prendre sa déposition, le témoin décrit la femme comme étant petite, blonde et âgée d'une 20aine d'années. Sa description correspond à celle de Lauren Borowski. 5 mois plus tard, le 10 octobre 1982, un adolescent de 15 ans, Stephen Grist, découvre le cadavre d'une jeune femme dissimulée au bout d'une allée du cimetière Clarendon à Villa Park. Le corps est presque réduit à l'état de squelette. D'après l'expert médico-légal Frank Olorski, la jeune femme aurait été amputée du sein gauche et poignardée à plusieurs reprises. Sur la foi de ses vêtements et de ses empreintes dentaires, le coroner, le docteur Peter Sickman, identifie la victime. Et il s'agit bel et bien de Lauren Borowski. Malgré l'absence d'indices concrets permettant d'associer sa mort aux autres victimes découvertes dans la région, l'agent Douglas Miller du bureau du shérif du comté de DuPage ne peut s'empêcher de noter la proximité des lieux. Du cimetière Clarendon, on peut presque voir le Brer Rabbit Motel, là où, en juin 1981, le corps de Linda Sutton a été découvert. Étrange coïncidence.
2 semaines après la disparition de Lauren Borowski, c'est au tour de Schumack, âgée de 30 ans, de disparaître. La jeune femme travaillait comme serveuse au restaurant Ling Ling, une entreprise familiale à Streamwood, en banlieue de Chicago. Le soir de sa disparition, elle rentrait du travail en compagnie de son frère Kent. En cours de route, ils se sont violemment disputés. À un feu de circulation, Kent s'est rangé et lui a demandé de descendre, en lui disant que leurs parents, qui suivaient à quelques kilomètres derrière, dans une autre voiture, allaient la prendre en stop. Il était alors 1h30 du matin. Ce que Kent ignorait, c'est que leurs parents les avaient devancés en empruntant une autre route. Cette nuit-là, Schumack n'est pas rentré à la maison. L'enquête sur la disparition de la jeune Chinoise est confiée à la police de DuPage County. Les enquêteurs apprennent que dans la nuit du 29 mai, un patrouilleur de la police a croisé la jeune femme sur Barrington Road. Elle marchait en direction d'un Denny's ouvert 24 heures sur 24. En passant à sa hauteur, le policier a baissé sa fenêtre et lui a demandé si tout allait bien. La jeune femme a répondu que oui, l'a salué et a repris sa marche vers le restaurant. Ce patrouilleur est sans doute la dernière personne à l'avoir vue vivante. Le 30 septembre, le corps de Schumack est découvert sur un chantier de South Barrington, une banlieue huppée de Chicago. Le corps, à l'état de squelette, porte toujours autour du cou ce petit dragon de jade que la jeune femme considérait comme un porte-bonheur. Le crâne présente des marques de violence. Une empreinte laissée par un objet contondant en forme de fer à cheval lui a presque défoncé l'os occipital. Des fils d'acier sont aussi retrouvés près du corps. Le détective Larry Troca, un détective du bureau du shérif du comté voisin de Cook County, chargé d'identifier la victime, n'oubliera jamais cette scène de crime. D'après le médecin légiste, le Dr. Huppel Choi, la mort serait due à un traumatisme crânien. Après la découverte du corps de Schumack, les divers services de police du Grand Chicago comprennent qu'ils ont affaire à un tueur en série, au pire, à un groupe de tueurs en série. Chaque service impliqué dans ces enquêtes fait parvenir aux autres unités des doubles de leur dossier. La police de Chicago revit ces heures sombres qui ont marqué l'enquête sur les meurtres de John Wayne Gacy. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Les enquêteurs revoient l'ensemble des dossiers. Les victimes sont nombreuses. Un témoignage retient particulièrement leur attention. En juin, Holly Clemens, alias Angel York, une prostituée du Red Light, a raconté qu'elle était montée à bord d'une camionnette conduite par un certain John. À la pointe d'un revolver de calibre 45, le chauffeur lui a ordonné de s'asseoir et de se tenir tranquille. Ils ont roulé jusqu'à un chantier désert dans le quartier de North Clever. John, un homme de petite taille aux yeux bleus et aux cheveux graisseux, lui a demandé de descendre et de se rendre à l'arrière de la camionnette. En ouvrant les portes, Holly a noté que cette partie du véhicule, séparée de l'habitacle par un panneau de contreplaqué, était aménagée en atelier. Il y avait des outils et des étagères. John lui a dit de monter et l'a forcé à se déshabiller. Il l'a fait mettre à genoux, lui a menotté les mains derrière le dos et lui a placé du ruban adhésif, du duct tape, sur la bouche. Il lui a ensuite noué des attaches autour du torse, de manière à faire ressortir sa poitrine. Satisfait, il s'est déshabillé à son tour. Il a sorti un couteau de chasse et l'a fièrement exhibé à sa captive. Il lui a ensuite libéré la main gauche et lui a tendu le couteau. Il lui a ordonné de s'auto-mutiler le sein gauche. La jeune femme de race noire a d'abord refusé en secouant la tête. Cette résistance a eu pour effet de soulever l'ire de John, qui a commencé à l'injurier et à la frapper au visage avec son revolver. Terrifiée, la jeune femme, tenant toujours le couteau dans sa main,
s'est fait une légère entaille sous le mamelon. La douleur a été si violente qu'elle en a presque perdu conscience. Déçu, John a repris le couteau et lui a enfoncé la lame dans le sang jusqu'à la garde. Pendant près d'1 heure, il a torturé sa victime. Il a notamment pénétré la plaie comme s'il s'agissait d'un vagin. Après cette interminable agression, John a pris un bout de ruban adhésif et, comme s'il s'agissait d'un sparadrap, a refermé la plaie. Il a ensuite abandonné sa victime dans une allée près de Grant Avenue. Holly Clemens a été découverte 5 minutes plus tard, hystérique et saignant abondamment. Elle a été conduite à l'hôpital où son état a été stabilisé. Dans la plaie, les médecins ont trouvé du sperme. Le 27 août, une autre prostituée de race noire, Sandra Delaware, a été retrouvée morte et mutilée sur les bords de la rivière Chicago, sous le pont de Fullerton Avenue. Elle avait les mains nouées derrière le dos avec un lacet de chaussure. Elle aussi avait été amputée du sein gauche. Son agresseur avait apparemment utilisé une corde à piano pour couper la chair. D'après le légiste, la mort remontait à peine à 6 heures. Le 8 septembre, Rose Beck Davis, une femme de 30 ans, a été découverte derrière un complexe d'appartements près de North Lake Shore Drive. La femme était à moitié nue. Un bas était noué autour de son cou et un autre autour de son poignet gauche. Son visage présentait des marques d'une extrême violence et sa poitrine avait été tailladée à plusieurs endroits. Le légiste devait trouver dans son vagin des pièces de bois, provenant visiblement du manche d'une hache artisanale. Selon lui, la jeune femme avait été battue, violée, poignardée et étranglée avant d'être empalée. En parcourant ces dossiers, les enquêteurs sont confus. Généralement, les tueurs en série ciblent le même genre de victimes, en termes de race, de couleur et de cheveux ou d'habillement. Pas ici. L'auteur de ces crimes chasse tous azimuts. Aucune femme n'est à l'abri, qu'elle soit noire, blanche ou asiatique. La seule constante est la violence de ses attaques. Le 6 octobre, une prostituée de 20 ans, Beverly Washington, est retrouvée près d'une voie ferrée de Chicago. Malgré la sévérité de ses blessures, elle a été amputée du sein gauche et son sein droit a été sévèrement tailladé. La jeune femme de race noire respire encore. Elle est aussitôt conduite à l'hôpital où les médecins stabilisent son état. De son lit, elle confie que le soir de son agression, elle est montée à bord d'une camionnette rouge conduite par un homme d'environ 25 ans. Il avait les cheveux bruns et portait une moustache. L'homme l'a conduite dans un lieu désert et lui a demandé de passer à l'arrière de la camionnette, aménagée en atelier. Il a alors sorti un revolver. Sous la menace, il lui a demandé de se déshabiller. Il l'a fait mettre à genoux, lui a entravé les mains avec une paire de menottes et l'a forcé à lui faire une fellation. En pointant son arme sur sa tempe, l'homme lui a ensuite ordonné d'avaler une poignée de pilules. À partir de là, Beverly a commencé à perdre conscience. La dernière chose qu'elle se souvient, c'est le visage de cet homme penché sur elle, tenant dans ses mains un fil d'acier. À ce moment-là, avoue-t-elle aux enquêteurs, elle a bien cru que sa dernière heure était arrivée. Avec le récit de Holly Clemens en juin, ce témoignage est le deuxième qui associe ouvertement une camionnette rouge ou orange au crime du mutilateur de Chicago. Beverly Washington a ajouté 2 détails intéressants. Elle a remarqué qu'une décoration faite de plumes était accrochée là où se trouve généralement le rétroviseur et que les fenêtres étaient teintées. C'est peu, mais c'est déjà un début. 3 semaines plus tard, les agents Phil Murphy et Tom Flynn de la police de Chicago interceptent une camionnette répondant à la description de Beverly Washington.
Hélas, le chauffeur ne colle pas. L'homme a un visage rond, ne porte pas la moustache et ses cheveux sont en broussailles. Lorsque les policiers lui demandent ses papiers, il se met à crier. Il affirme que la camionnette n'est pas à lui, mais à son patron, un certain Robin Getch, un entrepreneur domiciliaire. À la demande des policiers, l'homme descend du véhicule et tend ses pièces d'identité. Il explique qu'il est pressé et qu'on l'attend sur un chantier du côté de Northlander. L'homme est âgé de 21 ans et s'appelle Eddie Spreitzer. Les policiers lui remettent ses papiers et lui disent qu'ils vont l'accompagner jusqu'au chantier. Il souhaite s'entretenir avec son patron. À destination, les agents sont accueillis par Robin Getch. L'homme correspond trait pour trait à la description de l'agresseur de Beverly Washington. Il porte d'ailleurs les mêmes vêtements, une chemise grise, un jean et des bottes noires. L'homme est calme et détendu. Lorsque le détective Phil Murphy l'informe que sa camionnette a peut-être été impliquée dans un crime, Getch reste impassible. Il ajoute même que si tel est le cas, il collaborera du mieux qu'il peut avec la police. Robin Getch, Eddie Spreitzer et 2 autres employés du chantier, le frère et le beau-frère de Getch, sont conduits à la brigade du 5e district de la police de Chicago. Tous nient catégoriquement être impliqués dans quelque activité illégale que ce soit. Le soir même, les agents Murphy et Flynn retournent au chevet de Beverly Washington, toujours hospitalisée à l'hôpital général de Chicago. Malgré qu'il se soit écoulé 3 semaines depuis sa terrible agression, elle garde un souvenir précis de son agresseur. Lorsque les policiers lui montrent la photo de Robin Getch, perdue au milieu d'une demi-douzaine de photographies d'individus de race et de taille semblables, la jeune femme le reconnaît sans hésitation. « Voilà ce monstre qui m'a mutilé », laisse-t-elle tomber entre 2 sanglots. « Je n'oublierai jamais son visage. » Robin Getch, 29 ans, est formellement mis en état d'arrestation pour l'agression et la tentative de meurtre sur Beverly Washington. Robin Getch est né le 30 novembre 1953 au Illinois Masonic Hospital de Chicago. Peu de temps après sa naissance, ses parents, Jacob et Ruth, l'ont confié aux parents de Jacob, Reuben et Sarah Getch. Ce sont eux qui ont pris soin de lui pendant que ses parents travaillaient à l'extérieur. Au fil des ans, il a été rejoint par son frère Everett et ses sœurs Rachel et Julia. En grandissant, comme il était l'aîné, c'est lui qui devait veiller sur les plus petits. Les Getch n'étaient pas fortunés, mais malgré une situation financière plutôt précaire, l'enfance de Robin n'a pas été marquée par quelques drames épouvantables. Rien du moins qui aurait pu laisser croire que Robin Getch était un monstre en devenir. C'est vraiment à l'adolescence que sa personnalité s'est révélée. Comme il était plutôt petit et chétif, Robin était souvent l'objet des moqueries, sinon de l'intimidation de ses confrères de classe. Il a commencé à se bagarrer et à faire preuve de comportements violents. Il a été surpris à allumer des incendies. Ces violences l'ont conduit au centre Montefiore, une institution pour des jeunes présentant des problèmes d'adaptation. Mais ses comportements ne se sont pas améliorés. Un juge du tribunal de la jeunesse l'a envoyé finalement pour 8 mois au Parental School, une maison pour délinquants. Lorsqu'il en est ressorti, Robin est retourné vivre chez son grand-père, Reuben, sa grand-mère Sarah étant décédée quelques années plus tôt d'un cancer. Coup de malchance, son grand-père est décédé quelques mois plus tard et Robin a été forcé de retourner vivre avec sa mère. Durant ces années, l'adolescent a vécu d'expédients et de petits boulots. Il s'est même découvert un certain talent pour les métiers de la construction. En 1975, il a fait la rencontre de Rosemary McCaffrey, une adolescente de 17 ans. Le couple s'est marié le 23 août. Rosemary n'a pas tardé à découvrir la sexualité débridée de son époux. Outre de lui imposer ses infidélités, Robin, qui consommait drogue et alcool, l'obligeait à toutes sortes de pratiques perverses,
dont la bestialité. Il la frappait et la torturait. Il l'obligeait notamment à porter presque en permanence des aiguilles à chapeau enfoncées dans ses seins. Rosemary a souvent menacé de le quitter, mais n'a jamais mis à exécution ses menaces, trop effrayée par les conséquences. Elle a commencé à avoir des amants au-dessus de Robin qui, apparemment, trouvaient la situation plutôt amusante. Le couple a eu 3 enfants, 2 filles et un garçon. Au poste de police du 5e district, Robin Getch nie catégoriquement être impliqué dans l'agression de Beverly Washington. Pour le détective Phil Murphy et son collègue Warren Vilcos, Getch leur apparaît comme un fin manipulateur, un émule de Charles Manson. Ils réalisent vite qu'ils n'en tireront rien. Ils décident de se tourner vers Eddie Spritzer. Le jeune homme est ramené au poste du 5e district. Il est nerveux et transpire de tous ses pores. À l'unique prononcé du nom de son patron, il sursaute sur sa chaise. Eddie Spritzer est visiblement terrifié par la personnalité de Robin Getch. Et c'est cette faiblesse qu'exploitent les enquêteurs. Ils lui disent qu'il n'a rien à attendre de Robin et que ce dernier l'accuse de tout, à commencer par la sauvage agression sur Beverly Washington. Spritzer nie et se met à table. Pendant des heures, il raconte comment il a accompagné Robin Getch dans ses randonnées meurtrières et comment il a été témoin de ses violences. Il raconte que Getch était obsédé par les seins. À bord de la camionnette de Getch, ils auraient enlevé et torturé au moins 7 femmes. Robin finissait généralement le travail en coupant l'un des seins de sa victime. Il se masturbait ensuite dans la plaie. Getch l'aurait même forcé à faire de même avec 2 ou 3 victimes. En entendant ce récit, les agents Murphy et Vilcos sont abasourdis. Puis, au moment de signer ses aveux, Spritzer se rétracte. Robin Getch n'a rien fait, dit-il. Les crimes ont plutôt été orchestrés par un 3e homme, un certain Andrew Kokorales. Le même soir, les agents Warren Vilcos et Tom Flynn procèdent à l'arrestation d'Andrew Kokorales, un jeune homme de 23 ans qui habite Villa Park, non loin de l'endroit où, en juin 1981, le corps de Linda Sutton a été découvert. Kokorales, qui vit avec son père, les suit sans opposition. 20 minutes plus tard, lorsque l'agent Flynn l'informe qu'Eddie Spritzer l'a impliqué dans plusieurs meurtres sordides, Kokorales demande simplement « Vous voulez dire les 18 ?» Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Pendant de longues heures, Andrew Andy Kokorales détaille certains des plus horribles crimes jamais commis dans la région de Chicago. Il raconte comment Eddie Spritzer, Robin Getch et lui ont forcé la jeune Schumacher à monter dans leur camionnette. Elle criait à plein poumon. Pour la faire taire, moi et Eddie l'avons frappée à tour de rôle, jusqu'à ce qu'elle s'écroule sur le plancher, raconte-t-il. Une fois inconsciente, lui et ses comparses l'ont menottée, les mains derrière le dos, et l'ont conduite sur un chantier de construction près de Barrington. Ils l'ont poussée à l'extérieur et ont retiré son chemisier et son soutien-gorge. C'est à ce moment-là que la jeune femme a repris conscience et s'est mise à hurler. Spritzer l'a empoignée par les cheveux, l'a traînée jusqu'à la camionnette et lui a frappé la tête contre le marchepied. Les coups ont été si violents que ses os, à l'arrière du crâne, ont littéralement éclaté. Comme la jeune Asiatique n'avait que de très petits seins, Getch a renoncé à l'amputer de ses glandes mammaires. Mais cela ne les a pas empêchés de se livrer à un rituel macabre. Avec un couteau, Robin lui a fait plusieurs incisions dans la poitrine, des plaies qu'ils ont ensuite pénétrées à tour de rôle pour se soulager. Robin Getch a ensuite utilisé un fil d'acier pour l'étrangler. À ce stade, Kokorales sait qu'il ne peut plus revenir en arrière. Il en a déjà trop dit.
Il parle des autres victimes, de Linda Sutton, de Rose Beck Davis et de Lauren Borowski. Dans son cas, précise Andy, ils ont plutôt utilisé la voiture du frère d'Eddie Spritzer, un coupé Chevy 2 portes 1974, gris métallisé. Aucun détail sordide n'est oublié. Dans le cas de Sandra Delaware, il raconte que, à l'instar de Schumacher, ils l'ont forcée à monter à bord de la camionnette et l'ont conduite sous un pont enjambant la rivière Chicago. Sur place, ils l'ont forcée à descendre et à se déshabiller. Il commente. Robin la baisait pendant qu'elle suçait Eddie. Lorsqu'elle s'est mise à crier, j'ai pris une pierre et je lui ai enfoncé dans la bouche. J'ai ensuite pris mon bandana et je lui ai noué autour du visage. Puis j'ai pris une vieille bouteille de vin et je lui ai demandé de s'asseoir dessus. Lorsqu'elle a refusé, Eddie est devenu fou de rage et a commencé à la poignarder. J'ai pris aussi un couteau et je l'ai poignardé à mon tour. Quand elle est tombée à genoux, j'ai pris la bouteille et je lui ai enfoncé au complet dans la chatte. Il y avait plein de sang. J'ai retiré la bouteille et je l'ai jetée dans la rivière avec les couteaux. En entendant ces confessions, les agents Wilcox et Flynn ont de la difficulté à retenir leur colère. Comment peut-on faire preuve d'autant de cruauté? Le 11 novembre, moins de 48 heures après l'arrestation d'Andrew, l'agent Warren Wilcox, accompagné de l'agent John Sam, est de retour au domicile paternel des Cocorales, cette fois pour y interroger Thomas, le frère cadet d'Andy. En questionnant des proches des Cocorales, plusieurs ont conseillé aux policiers d'interroger le jeune homme de 21 ans. Tommy Cocorales, est un inadapté dont le QI dépasse à peine 77. Techniquement parlant, il est à la limite de l'attardé mental. Lorsque l'agent Wilcox lui parle d'Andy, d'Eddie Spritzer et de Robin Getch, Tommy s'agite et évite son regard. Wilcox sait que ce genre de comportement cache quelque chose. Lorsqu'il lui demande s'il a des informations à propos des crimes de son frère, Tommy réplique que non, même si son langage corporel dit le contraire. Du tac au tac, le policier lui demande s'il accepterait de se soumettre au détecteur de mensonges. Thomas accepte. Il est bientôt conduit à la brigade d'Elmhurst où l'agent John Milner le soumet au test du polygraphe, un test qu'il échoue lamentablement. Placé devant le fait, Tommy déballe son sac. Il explique que lui, son frère Andrew et Edward Spritzer forment un groupe de satanistes dirigé par Robin Getch. C'est dans une chambre spécialement aménagée dans le grenier de la maison de Getch, décorée de 6 croix inversées, qu'ils auraient participé à des rituels macabres. Ils se seraient même adonnés au cannibalisme. Leur groupe aurait enlevé de nombreuses femmes de la région de Chicago pour les agresser, les assassiner et les mutiler. Ils employaient notamment des fils d'acier pour les amputer de leur sang, des offrandes qu'ils utilisaient ensuite dans leurs cérémonies. Tout en lisant des passages de la Bible, les hommes se masturbaient sur les seins amputés avant d'en manger de larges portions. Cocorales avoue avoir vu jusqu'à une quinzaine de seins dans une boîte où Getch gardait ses trophées. Ces réunions, ajoute le jeune homme, avaient surtout lieu les soirs où Rosemary Getch travaillait. Au gré de ses confessions, Tommy avoue être persuadé que Robin Getch jouit de pouvoirs surnaturels et qu'il est lié au maître des enfers. Lorsque les policiers se rendent au domicile de Robin Getch, situé au 2163 North McVicker Avenue, pour y confirmer le récit de Thomas Cocorales, ils y trouvent la dite pièce secrète aménagée au grenier. Au centre a été dressé un petit autel recouvert d'un drap rouge. Les enquêteurs y trouvent aussi des livres sur le satanisme, des boîtes à trophées vides
et une carabine, dont les experts en balistique confirment qu'elle a récemment été utilisée. L'affaire des tueurs de Chicago se produit au tout début de ce que les sociologues appelleront plus tard la Grande Peur satanique, The Satanic Panic. 1 an avant que Robin Getch et ses complices n'amorcent leur macabre randonnée mortelle, un livre paraît en Amérique du Nord, Michelle Remembers. L'auteur, une certaine Michelle Smith, y raconte les terribles abus qu'elle aurait vécus aux mains d'un groupe d'adorateurs du diable installé dans la région de Victoria, en Colombie-Britannique, au Canada. Malgré que l'essentiel de son témoignage ait été obtenu sous hypnose, les lecteurs vont accepter les faits rapportés comme véridiques. La publication de Michelle Remembers va engendrer une vague de dénonciations. Des 4 coins de l'Amérique, des gens vont sortir de l'ombre, affirmant eux aussi avoir été abusés par des satanistes. Ils vont être des dizaines, voire des centaines, à faire leur les épouvantables expériences de Michelle Smith. La sortie du livre Michelle Remembers va aussi marquer le début d'une panique satanique. Quoique le terme panique est un peu exagéré, on peut certes parler d'une angoisse généralisée, faisant état de la multiplication de groupes d'obédience satanique. Pendant des années, l'existence de ces groupes et leurs macabres rituels vont être perçus comme une menace secrète. Les rumeurs, même les plus invraisemblables, vont être colportées comme des vérités. À les en croire, les adorateurs du diable seraient partout, infiltrant les écoles, les centres d'enfance, les grandes multinationales et même les agences gouvernementales. Du jour au lendemain, ces groupes sataniques vont être perçus comme un véritable pouvoir occulte et tentaculaire. Un puissant réseau se livrant au commerce de drogue et au commerce d'enfants pour financer leurs abjectes activités. Ces craintes, entretenues par les médias à sensation et par certains groupes religieux, vont prendre de telles proportions que même le FBI va se sentir interpellé. En 1989, une enquête sera confiée à l'agent Kenneth Lanning, un spécialiste des affaires d'abus sur les enfants. Pendant des mois, Lanning va suivre toutes les pistes et revoir l'ensemble des accusations et des allégations. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on compte 2 églises principales qui se définissent comme sataniques. La plus importante, l'église de Satan, a vu le jour en 1966, sous les offices d'un certain Anton Sandor Lavey, un ancien dompteur de lions et artiste de cabaret. En dépit de son nom, l'Église n'a à peu près rien à voir avec le diable. Sa philosophie est plus proche de l'athéisme que d'une religion conventionnelle. On n'y vénère ni Dieu ni démon. L'homme y est plutôt considéré comme un être voué au plaisir dans toutes ses formes. Son leitmotiv pourrait être « Fais ce que tu veux ». Une philosophie proche des enseignements d'Aleister Crowley, un célèbre occultiste anglais. En baptisant son établissement l'Église de Satan, même si le diable n'y tient aucun rôle, Lavey cherchait uniquement à choquer cette Amérique chrétienne et puritaine. En 1969, toujours poussé par son goût du scabreux et pressé par une importante maison d'édition américaine, Anton Lavey a publié la Bible satanique, un guide philosophique pour tout bon sataniste digne de ce nom. Sous sa gouverne, l'Église de Satan a connu un certain succès. Des vedettes, dont la pulpeuse Jane Mansfield et Sammy Davis Jr., sont même venus gonfler les rangs de ses adeptes. L'autre église satanique, le Temple de Seth, est une initiative d'un membre dissident de l'Église de Satan, Michael Aquino. Fondé en 1975, le Temple de Seth s'articule autour des mêmes valeurs et philosophies que celles de l'Église de Satan.
à la différence très importante que chez Aquino, le diable, appelé Seth, est perçu comme une entité bien réelle. Lorsque le FBI va commencer son enquête sur les activités des groupes sataniques, l'Église de Satan et le Temple de Seth seront les premiers à se retrouver dans le collimateur de la police fédérale. Mais ni l'une ni l'autre de ces organisations ne se révélera impliquée dans des activités criminelles et encore moins dans ces meurtres rituels évoqués par les témoins. Sans dire que les crimes sataniques n'existent pas, l'enquête du FBI va plutôt révéler que ces crimes sont rarissimes et que lorsqu'ils se produisent, ils sont généralement l'œuvre de petits groupes mal organisés et souvent sous le contrôle d'un leader charismatique comme Charles Manson ou Robin Gecht. Avec l'arrestation de Robin Gecht, d'Eddie Spritzer et des frères Andrew et Thomas Kokorales, les divers services de police du Grand Chicago sont sûrs d'avoir mis un terme aux activités de ce quatuor de monstres, baptisé à juste titre par la presse les Éventreurs de Chicago. Leur sort est maintenant entre les mains des juges. C'est Robin Gecht qui est le premier à faire face à la justice. Mais l'affaire est plus complexe qu'elle n'y paraît. Malgré qu'il soit derrière les barreaux, le maître des Éventreurs de Chicago continue d'exercer une ascendance sur ses acolytes, un peu comme Charles Manson sur les autres membres de sa famille. Dans le cas de Gecht, les autres suspects, pour le protéger, se rétractent tour à tour. Ils s'accusent mutuellement des plus épouvantables crimes, en répétant toutefois que Robin n'a rien fait. Sans le témoignage des autres membres du clan et sans preuve directe, il faut se rappeler qu'à l'époque, les sciences médico-légales en étaient à leur balbutiement, le procureur Brian Tallender doit abandonner les accusations de meurtre. Gecht est plutôt accusé des enlèvements et des viols de Beverly Washington, d'Angel York et de 16 autres victimes. Le témoignage des survivantes révèle le sadisme d'un Robin Gecht qui, assis à quelques mètres d'elle, continue de clamer son innocence. Mais le jury n'est pas dupe. À l'issue des délibérations, Gecht est reconnu coupable de tentative de meurtre, de viol et d'agression aggravée. Il est condamné à 120 ans de prison. Tommy Kokorales, le moins impliqué dans cette série de crimes, est reconnu coupable d'avoir participé au meurtre de Lauren Borowski, la jeune agente immobilière de Remax, assassinée en mai 1982 à Elmhurst. Il est condamné à 70 ans d'incarcération. Andrew Andy Kokorales lui succède sur le banc des accusés. Lui, qui quelques mois plus tôt était si volubile devant les agents Warren Vilcos et Tom Flynn, affirme à présent n'avoir plus aucun souvenir de ces agressions. Son avocat essaie de minimiser sa participation en présentant l'évaluation d'un psychologue qui a diagnostiqué que son client souffrait de troubles limites de la personnalité. Cette pathologie l'aurait rendu plus vulnérable aux manipulations de Robin Gecht. Le jury n'en croit pas un mot. Andy Kokorales est condamné à mort pour les meurtres de Rose Beck Davis et de Lauren Borowski. Il sera exécuté par injection létale le 17 mars 1999 au pénitencier de Thames. Eddie Spritzer est le dernier à faire face à la justice. Le 2 mars 1984, il plaide coupable aux accusations de meurtre sur les personnes de Rose Beck Davis, Sandra Delaware et Shomack. Il est condamné à la prison à perpétuité pour ses crimes. Dans un autre procès, il plaide aussi coupable aux accusations d'enlèvement, de viol et de meurtre sur la personne de Linda Sutton, retrouvée derrière le Brer Rabbit Motel en juin 1981. Pour le meurtre de Sutton, Spritzer, que les journaux de Chicago ont qualifié de lieutenant de Robin Gecht, est condamné à mort. Sa peine sera éventuellement commuée en prison à perpétuité en 2003. Eddie Spritzer
ne sortira jamais de sa cage. Robin Gecht, le prisonnier N40-573, est toujours incarcéré au pénitencier de Danville, en Illinois. Son fidèle lieutenant, Eddie Spritzer, matricule N41-165, croupit dans une cellule de la prison à sécurité maximum de Pinckneyville, en Illinois. Quant au dernier membre toujours vivant du terrifiant quatuor, Thomas Kokorales, il a été libéré en 2019. Ses aveux contre ses anciens partenaires et ses problèmes de santé mentale lui ont finalement valu la clémence du Comité des libérations conditionnelles. Il vit aujourd'hui du côté de Peoria, en Illinois. Il reste néanmoins sous la supervision des autorités. Un proverbe indien rappelle que même le diable a besoin d'un compagnon. Dans le cas des éventreurs de Chicago, il en a trouvé 4 et l'un d'entre eux l'a déjà rejoint en enfer. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes.